Michel Annus, je répète que vous êtes psychanalyste, que vous êtes psychiatre, donc médecin, et que vous vous occupez d'une association qui s'appelle Vivre son deuil, et que vous êtes également président de la société de Thanatologie. Merci, je le savais, je le savais. Donc, j'allais dire, cette mort, vous la connaissez. Qui la connaît, la mort, en fait? La mort, c'est l'affaire de tout le monde, Oui. hein, mais on la connaît de loin, on connaît celle des autres dans le deuil, mais la sienne, on ne peut que l'imaginer. Que pensez-vous de enfin, je ne vais pas vous demander de mettre une note, hein, mais qu'éprouvez-vous après avoir vu ce documentaire? Ah, mais il est très émouvant, il est très émouvant. Tous ces témoignages d'enfants sont très intéressants et on voit bien que quand on les laisse parler, qu'on les écoute, ils sont tout à fait spontanés. Hein, et c'est des idées d'adultes de penser que les enfants ont peur de la mort. Ah bon? Oui. Alors vous dites aussi qu'il ne faut pas protéger les enfants de la mort. Pourquoi? Oui, parce que c'est des idées, c'est les grandes personnes qui ont peur de la mort et elles s'imaginent que les enfants ont peur de la mort. Mais quand on a l'expérience des enfants au deuil, on voit bien qu'ils vivent la mort avec naturel, pour autant que les adultes qui sont autour d'eux ne les en empêchent pas. C'est-à-dire que la douleur n'est pas la peur. Non, ils peuvent exactement. exprimer, ils peuvent ressentir de la douleur. C'est pas pour ça qu'ils ont peur. Bon, à part des circonstances particulières, évidemment. Donc les enfants face à la mort sont différents des adultes. Tout à fait. Ouais. Ils sont différents parce qu'ils ne pensent pas la même chose que nous sur la mort. Nous, on a des idées claires, ou relativement claires sur la mort. L'au-delà, c'est autre chose. Hein. Mais les enfants ne voient pas les choses comme nous. Ils ont d'un côté des conceptions subjectives qui sont irréalistes, et d'un autre côté, évidemment, en grandissant, ils apprennent des éléments objectifs, des connaissances objectives. Mais ces deux éléments cohabitent pendant très longtemps, pendant toute l'enfance. Alors, dans leur conception, la mort n'est pas naturelle, on ne meurt pas, on est tué, la mort est contagieuse, la mort n'est pas irréversible. Et puis, en même temps, ils apprennent progressivement que la mort, c'est la séparation, que quand on Attendez, meurt... j'aimerais qu'on développe. La mort n'est pas naturelle, donc ils ont forcément un sentiment de... Il y a un coupable, il y a quelqu'un, et ils pensent aussi qu'on peut y échapper, puisqu'elle est provoquée par quelqu'un. Donc ils en veulent à quelqu'un. Ils peuvent en vouloir à quelqu'un, ils peuvent chercher les responsables. Je comprends. Et encore plus après un suicide, surtout si on ne leur dit pas la vérité. Quand un enfant perd un proche, même un proche, un parent, et que si ce parent s'est suicidé, il faut dire que la mort a été provoquée par un suicide? Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, on ne va pas asséner à l'enfant, ton père s'est suicidé. Mais lorsqu'il va poser des questions, on va lui répondre. Parfois, il faut commencer à dire quelque chose à l'enfant. Hein. Ton père a eu un accident. Et après, l'enfant pose des questions et il faut aller jusqu'à reconnaître que le père s'est bien suicidé. Mais est-ce que pour un enfant, il ne se dit pas, bah, il m'a laissé, c'est donc moi je ne suis pas assez aimable, pas assez important pour qu'on me laisse? Un enfant, on ne peut pas comprendre qu'on se suicide quand il est là. Hein. Il pense quelque part que, ou bien on ne l'aimait pas, mais c'est très difficile à un enfant d'imaginer qu'il n'est pas aimé par ses parents. Donc il pense plutôt que lui est responsable, que lui n'était pas un bon enfant, qu'il n'a pas su retenir le parent. Alors c'est pour ça que c'est important de leur dire que s'il s'est suicidé, c'est qu'il était malheureux, c'est qu'il était déprimé, c'est qu'il était malade. D'accord. Mais ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas assuré. Bien sûr, bien sûr. C'est Alors, toujours très important de les déculpabiliser, de leur dire c'est pas de ta faute. Mais est-ce que ça suffit de dire t'es pas coupable et puis on se sent plus coupable, allez C'est pas hop? de ta faute. Non, il faut le dire plusieurs fois, mais c'est très important parce qu'ils imaginent toujours, même en dehors du suicide, les enfants pensent toujours, quand il y a quelqu'un qui meurt près d'eux, que c'est de leur faute. Encore plus les frères et sœurs, parce qu'à cause de la rivalité fraternelle. Oui, puis alors, les frères et sœurs, quand ils se disputent, ils se disent souvent voilà. je vais te tuer, jamais que tu meurs, crève. Donc peut-être qu'ils se disent peuvent penser après que c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils l'ont dit à un moment de Exactement. dispute que c'est arrivé. Tout à Ah oui. fait. Dans la pensée magique des enfants, paroles et actes se valent. Dans la pensée magique des enfants, c'est-à-dire que la parole a un effet opératoire. Si on souhaite quelque chose, ça arrive. Oui. Alors effectivement, on peut. Les enfants se sentent plus coupables dans le deuil que les adultes. Alors qu'objectivement, ils n'ont pas de responsabilité. En général, ils n'ont pas de responsabilité, mais ils se sentent coupables. Et c'est pour ça que c'est important, plusieurs fois, de leur dire « mais c'est pas de ta faute ». Alors vous dites aussi que pour les enfants, la mort n'est pas irréversible. Oui, ils pensent qu'on va ressusciter. Ils pensent que le parent, le père, la mère, le frère, la sœur, reviendra à un moment. Hein. Oui. Alors d'un côté, ils savent, à partir de 4 ans à peu près, que la mort, c'est définitif. Ils le savent, mais ils ne le croient pas. Il leur faut longtemps pour l'accepter. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un certain nombre d'adultes qui ont aussi du mal à accepter la mort comme vraiment irréversible. Parce que définitif, comme tout ce qui est infini, on a du mal. Quand vous regardez le ciel et puis on vous dit ça ne s'arrête jamais, vous avez du mal à le concevoir. Exactement. Encore plus les enfants. Jamais plus pour un enfant, c'est très difficile à se représenter. Hein. L'irréversible, enfin, il apprend vers 4 ans que quand on est mort, on ne revient plus. Mais en même temps, à l'intérieur de lui, il espère toujours, il pense même que le parent ou la personne qui est morte reviendra un jour ou l'autre. Alors, docteur Annus, cette espérance que le défunt va revenir, est-ce que c'est un réconfort et qu'il faut le laisser espérer, l'enfant, ou au contraire, il se trompe et il ne faut pas lui laisser espérer quelque chose qu'il n'aura pas?
il faut le laisser. Hein. C'est non seulement un réconfort pour lui, c'est nécessaire pour qu'il puisse grandir. Imaginez qu'il retrouvera un peu le parent. Hein. Donc on ne va pas le contredire. Mais bon, sauf si ça va trop loin. Hein. Sauf s'il passe son temps tout le temps à dire maman va revenir. À chaque fois que quelqu'un sonne, il dit c'est maman. Si ça va trop loin, il dira mais tu sais très bien quand même que maman est morte et que quand on est mort, on ne revient pas. Hein. D'accord. Mais si c'est pas excessif, on le laisse et ça s'installera doucement. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Que pour un enfant, la mort était réversible, qu'elle était contagieuse. Voilà la dernière chose. Ah oui. Si bien que, vous voyez, les enfants en deuil, surtout quand ils sont petits, le père est mort. Ils s'agrippent aux jupes de la mère, enfin, où ils sont tout le temps avec elle. Alors on pense, mais c'est parce qu'il a besoin de câlins, c'est qu'il est malheureux, etc. C'est vrai, mais c'est aussi pour retenir la mère, parce qu'il a peur quelque part. Il a peur qu'elle aussi, elle puisse mourir. Parce qu'il y en a un qui est mort. C'est pas normal pour un enfant qu'un de ses parents meurt. C'est pas du tout normal. Il est révolté, il est en colère, on le voit bien dans le film. Il a attrapé la mort, elle va l'attraper. Elle peut l'attraper. Hein, elle peut l'attraper. Un accident a tué son père, maman peut avoir un accident. Alors l'enfant reste prêt. Et par exemple, une des raisons pour lesquelles les enfants en deuil dorment avec la maman quand c'est le père qui est mort, c'est aussi pour être bien au chaud et avoir de l'affection, mais c'est aussi pour voir qu'elle est bien là. Pour la surveiller. Voilà. Je comprends. Alors vous savez que dans cette 5e rencontre, nous retrouvons des extraits du film pendant notre entretien. Alors le premier extrait, c'est Stéphane. Stéphane à qui on annonce la mort de ses parents et il n'arrive pas à y croire. D'abord, ils m'ont emmené, ils m'ont fait asseoir sur un bureau, enfin dans un bureau, qui était le bureau du chef à la gare de Caen. Et ils m'ont dit, tes parents sont laissés bien dans un accident de voiture. Comme ça, net. Comme ça. Puis bon, là, je savais plus où j'étais. J'étais prêt à claquer tout le monde. On ne pouvait plus. À claquer, c'est-à-dire À taper sur tout le monde, quoi, en disant que c'est pas vrai, quoi, c'est n'importe quoi. J'y croyais pas. Ouais. Alors voilà, ça c'est l'annonce. On lui a annoncé d'une façon que je trouve quand même rude, parce qu'il n'était pas dans sa famille, il était chez le chef de gare. C'est important, le lieu de l'annonce. Le lieu de l'annonce et la façon dont on annonce, hein, de ne pas être trop brutal, et le lieu aussi, l'importance. Hein. Alors de ne pas être trop brutal. Autrefois, on disait ton papa, ta maman ou ta grand-mère dort pour très longtemps, voire est en voyage. Bon, ça c'est quand même... Non, ça, il ne faut pas employer des mots comme ça. Hein. Ouais. Bien sûr, même dire ta maman ou ton papa est au ciel, c'est embêtant, parce qu'après, l'enfant, qui a l'esprit concret, il va avoir du mal à prendre, moi j'ai connu un enfant qui l'avion. était content de prendre l'avion, Oui, absolument. oui, tout à fait. Donc il faut être précis. Et il ne faut pas hésiter à prononcer le mot mort. Hein. Décédés, ce sont des... Les enfants ont du mal à comprendre décédé. Hein. Ouais. Mort, c'est mort. Mort, c'est mort. Oui. Ouais. Et finalement, d'employer des synonymes un peu plus doux, ça ne soulage pas. Non, ça ne soulage pas. Ça entraîne même des confusions. Si on dit il est parti, nous entre adultes, on dit quand il est parti. Mais enfants, il est parti, quand on part, on ne revient pas, il fait une confusion. Parti où? Parti où? Alors, l'enfant doit-il parler de son deuil? Parce que vous, les psys, entre guillemets, vous aimez la parole. Oui. Alors, est-ce On pense que c'est très important, hein, et dans le deuil et dans la souffrance. Bien sûr que l'enfant doit pouvoir parler de ce qu'il éprouve, de son chagrin. Ça veut dire qu'il faut le vivre en famille. Ce qui entraîne l'attitude des enfants en deuil, c'est l'attitude de la famille qui reste. Hein. Le chagrin qui existe, eh ben l'enfant le partage. Alors, commencez pas à nous culpabiliser, parce que la famille qui reste, déjà, elle est en deuil. Elle vit pas un truc commun. Alors, si on lui dit en plus, tu te comportes mal, c'est à cause de toi que ton enfant est triste. Il ne faut sûrement pas lui dire qu'il se comporte mal. Hein. C'est lourdingue. Ce qu'il faut se demander, c'est l'aider. D'ailleurs, aider les enfants en deuil, c'est aider la famille qui reste. C'est-à-dire de dire à la maman, est-ce qu'on peut pas, est-ce que tu veux nous donner les enfants un peu pour que tu puisses te reposer, est-ce que tu veux qu'on t'aide sur ceci ou sur cela, hein. La marraine, le parrain, les oncles, les tantes, les grands-parents, ils sont bien là, toute la famille. Les familles en deuil, ils sont resserrés ou ils acceptent de se séparer? L'un ou l'autre. En général, quand c'est des bonnes familles, ça les resserre plutôt. Hein. Mais il y a aussi des familles, on le sait bien dans les questions d'héritage, que les morts et les deuils entraînent des disputes. Alors on parle de deuil. Autrefois, il y avait des pleureuses, il y avait des cérémonies qui n'en finissaient pas. Il y avait des cérémonies au cimetière qui n'en finissaient pas non plus. Il y avait des deuils, il fallait rester habillé en noir, ça n'en finissait pas non plus des mois. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est même presque réduit à la portion congrue avec la crémation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et la mort a quitté le champ public, on l'a mis à l'écart de l'espace social. La mort et le deuil, maintenant, ce sont devenus des réalités familiales, des réalités privées. Hein.
Alors si on a exclu d'une certaine façon tous ces rites et rituels, c'est aussi qu'ils étaient devenus un petit peu rigides. Vous avez dit ils étaient longs, etc. C'était officiel, quoi. Et les gens en peine, en souffrance, ne trouvaient pas forcément l'expression de leurs émotions. Fort. Ils ne pouvaient pas aller dîner en ville Voilà. si on avait perdu un Exactement, proche. il y a des tas d'interdits dont on ne se rend plus compte maintenant, mais il y avait des interdits, en particulier sur le deuil, hein, et on ne s'y retrouvait pas toujours. Alors maintenant, le deuil est beaucoup plus, en général, beaucoup plus personnel, beaucoup plus personnalisé. On n'a pas besoin de toutes ces manifestations extérieures. Hein. Mais cela dit, la mort est quand même un événement social et on a besoin de marques hein, et de vivre ça en commun avec Donc on d'autres. a besoin de soutien finalement. On a besoin de soutien. D'accord. Absolument. Si beaucoup de monde vient à l'enterrement... C'est beaucoup mieux. C'est chaud. réconfortant pour la famille de sûr. voir que l'église est pleine. Et alors maintenant, ici en France, en général, on enterre les gens, nous ne sommes pas en Inde, mais maintenant on commence même Les bien crématiser. installé. Voilà. Oui, en 98, 17% des Français se sont fait crématiser. 17%, c'est pas mal quand même. Oui, c'est quand même pas mal, ça Mais augmente, c'est en augmentation. Hein. Et alors pourquoi fait-on ça, vous pensez? Pour pas voir le corps, le cercueil, le trou? On ne le sait pas vraiment parce que les enquêtes qui ont été faites sont trop générales. Les questions sont trop générales. Alors les gens disent qu'ils veulent se faire crématiser pour des raisons écologiques. Ça prend moins de place, c'est plus propre. Pour des raisons économiques, c'est un petit peu moins cher, et surtout au niveau du tombeau. Hein. Bon. Et puis, pour des raisons philosophiques. Mais les raisons philosophiques, c'est quoi? Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont crématisés parce qu'ils ont peur de ne pas être vraiment morts. C'était toujours été une peur ancestrale. Ah, c'est-à-dire que vous êtes dans la boîte, et puis vous vous réveillez, vous brûle. tapez, personne ne vous entend. Voilà. Et puis, surtout, moi, je pense aussi qu'il y a énormément de gens qui ont peur de la putréfaction. Hein. La putréfaction fait peur, donc... Crématiser, c'est propre, c'est fini, c'est rapide. Hein. Mais c'est difficile pour le deuil, parce que le deuil a besoin de temps. Hein, et réduire un corps en sang dans l'espace de 90 minutes, hein, et on a aussi besoin de traces. Et dans la crémation, il y a le problème de qu'est-ce qu'on fait descendre. Hein. Le mieux, c'est de mettre l'urne dans le caveau familial pour qu'il y ait des traces, parce qu'on peut mettre le nom, le prénom, les dates. Je comprends. C'est important C'est pour les intéressant enfants. parce que finalement, pour qui organise-t-on son enterrement? Pour le mort ou pour ceux qui restent? Ça, c'est un débat de société actuellement. Hein. Jusqu'à présent, on a toujours été pour le mort. Hein. Et ça existe toujours parce que le nombre de contrats obsèques va en augmentant. C'est-à-dire des gens qui disent, qui veulent, qui payent d'avance pour que ça ne pèse pas sur les autres. Mais actuellement, on se rend compte que les survivants, ils ont peut-être aussi leur mot à dire parce que c'est eux qui vivent aussi la souffrance du deuil. Hein. Alors à propos de la souffrance du deuil, dans votre association Vivre son deuil, vous avez fait ce grand cahier pour les enfants. Je vais vous le montrer. Hein. Il y écrit « Quelqu'un que tu aimes vient de mourir, tu vas ressentir ce que l'on appelle le deuil ». On le voit là. Oups, je descends un peu. Voilà. C'est très très joli. C'est vraiment très joli. Et il y a beaucoup de... J'ose pas dire cahier de devoirs de vacances parce que c'est un peu dur. Non, c'est comme un jeu presque. Il faut dessiner, il faut écrire, il faut raconter. Alors, quelle est l'utilité de ce cahier que vous donnez aux enfants? On le donne aux enfants devant le parent qui reste. Hein. Ouais. Et il y a des enfants qui veulent le faire seuls. Mais très souvent, c'est un lien entre le parent qui reste et l'enfant. Et il y a des tas de questions précises qui leur sont posées hein, sur qu'est-ce que devient le corps, sur les sentiments qu'ils ressentent et qu'ils peuvent dessiner. Si bien que ça donne l'occasion à l'enfant à la fois de s'exprimer sur ce qu'il ressent et de partager avec sa famille. Alors nous disions il y a un instant, dans la façon dont les enfants ressentent la mort d'un proche, qu'ils se sentent très souvent coupables. J'aimerais qu'on retrouve cette petite Lucie qui raconte justement la disparition de son papa, Lucie. Mais qu'est-ce qui m'a plus étonnée, c'est que le jour où il a eu l'accident, j'ai rêvé qu'il avait eu un accident. C'est vrai? Ouais. Et j'avais rêvé qu'il avait eu un accident, qu'il allait à l'hôpital. Et quand je me suis réveillée, il n'y avait pas ma mère dans le lit, parce que je dormais avec ma mère quand mon père n'était pas là. Et ils étaient tous dans la salle à manger avec mon tonton et tout. Et c'est parce que mon papa il avait eu un accident. Alors moi ça m'a étonnée parce que comme j'avais rêvé de ça juste là, ça m'avait vraiment étonnée et tout. Puis au début je me disais c'est de ma faute, si j'avais pas rêvé de ça, et de toute façon ça n'aurait pas arrivé. Je me disais maman elle va m'en vouloir et tout. Puis en fait, après, j'ai compris que de toute façon, si ça s'était passé, de toute façon, maintenant c'est passé. Puis je peux plus rien faire, hein. Je l'ai fait le rêve et puis c'est tout. C'est étonnant ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que comme elle l'a rêvé, elle pense qu'elle l'a provoqué. C'est fréquent? Tout à fait. Tout à fait. Les enfants, dans leur pensée, on en parlait tout à l'heure, dans leur pensée magique, hein, leur pensée équivaut à la réalité. S'ils ont souhaité, s'ils ont pensé, s'ils ont rêvé, ils pensent que c'est de leur faute.
c'est la raison pour laquelle c'est essentiel de dire aux enfants, mais c'est pas de ta faute. Quel poids. Et de leur dire plusieurs fois, sinon, quel poids, bien sûr, ouais. quel poids. Alors vous dites qu'il faut parler, mais à qui? Quand on a un enfant, les proches qui vivent le deuil aussi, ils ne sont pas forcément disponibles, ils sont peut-être tristes aussi, alors à qui? Mais quand même aux proches dans l'ensemble. Et il faut laisser les enfants en parler à l'extérieur selon leurs désirs à eux. Hein. Les enfants n'aiment pas forcément que leur maîtresse parle en public du deuil dont ils ont été atteints. Hein. Il faut suivre l'initiative de l'enfant. Si c'est lui qui va en parler à la maîtresse, si c'est lui qui en parle à des camarades, hein, c'est son affaire. Hein. Mais il ne faut pas le prendre de l'extérieur. Et est-ce qu'on peut lui tirer les verres du nez? L'expression n'est pas très jolie, mais et si l'enfant est un peu introverti, est-ce qu'il faut insister? Si l'enfant n'arrive pas à en parler, c'est que dans la famille qui reste, on a du mal à en parler. Alors c'est là où un certain nombre de choses sont très importantes, comme les photos en particulier. On peut regarder les photos, c'est une façon d'évoquer le souvenir de la personne. Mais qui est ça ne morte. ravive pas le chagrin? Mais si, mais c'est bien de raviver le chagrin, surtout quand on le laisse de côté. On dit souvent, il ne faut pas leur en parler parce que ça va les faire souffrir. C'est comme un abcès, ça va leur faire mal dans le moment, mais ça va leur permettre aussi d'évacuer toutes ces souffrances et de ne pas la garder. Parce que ça, c'est aussi un élément très important du deuil dans l'enfance. C'est qu'un enfant n'a pas la possibilité de le faire complètement, si tant est qu'on ne fasse jamais un deuil complètement. Durant leur enfance, il y a une partie qui reste, qui reviendra dans une autre souffrance, dans un autre deuil, une autre séparation quand ils seront adultes. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Ça revient. Ça revient. Et vous pensez qu'on a peur de la douleur et qu'en voulant ne pas souffrir, on souffre encore plus au bout Oui, du parce compte? que ça passe ailleurs. Hein. La souffrance reste, elle entraîne des complications de l'ordre de la santé physique. Hein. Le deuil est responsable de maladies physiques. Ça passe dans le comportement où on prend des risques. Alors vous voyez qu'à l'adolescence, le deuil, c'est une période difficile, parce que déjà l'adolescent normal, il a tendance à prendre des risques, encore plus quand il est en deuil. Hein. Où ça reste sous forme d'un chagrin chronique, d'une dépression chronique, et on voit ça beaucoup dans des histoires de famille. Lorsque les deuils n'ont pas pu être faits, en particulier pendant la guerre, quand il se passe des choses horribles, on a du mal à en parler. C'est vrai que l'être humain n'aime pas souffrir, hein. C'est compréhensible. Mais on sait que de pouvoir exprimer sa souffrance et la partager avec des gens qui peuvent la comprendre, ça aide pour après. Que se passe-t-il? Parce que vous parlez de l'adolescent, c'est quand même assez fréquent, les adolescents qui sont en conflit avec leurs parents. Oui. Que se passe-t-il quand un de ses parents meurt et qu'on était en conflit, qu'on ne s'entendait pas avec ce parent-là? Mais c'est toujours plus difficile. Hein. Lorsque la relation qui existe entre la personne qui est morte et la personne qui est en deuil était bonne, elle reste bonne après. Et c'est quelque chose de riche à l'intérieur de soi pour l'avenir. Tandis que lorsqu'on était en conflit, un adolescent avec son père, hein, eh bien c'est plus difficile. Et puis il y a aussi une question de temps. Hein. Si l'adolescent se dispute avec son père, le père part en moto, il a un accident parce qu'il est écrasé par un chauffard, tout de suite l'adolescent il va penser, mais si on ne s'était pas disputé, ça ne serait pas passé. Il serait pas parti à cette heure-là, il serait parti 5 minutes plus tôt, il n'aurait pas croisé le chauffard et tout ça. Exactement. Alors de ça, ces espèces de scénarios, il ne faut pas les faire. Il faut éviter. Et un adolescent donc, qui perd son parent avec qui il a un conflit, est-ce que le parent est réhabilité? Parce qu'on dit toujours que quand quelqu'un est mort, il a toutes les qualités du monde. Oui, on le voit bien dans le film. Hein. Les parents morts sont idéalisés. Hein. Les enfants ont besoin d'idéaliser les parents. Et il faut laisser faire ou il faut lui dire « Attends, ton père, il avait quand même quelques défauts ». C'est encore une question de mesure. Hein. Si l'idéalisation est permanente, le père était parfait, etc., je crois que, comme vous dites, c'est important de lui dire, tu sais, il était bien, hein, c'est vrai, comme tu dis, il était fort, il était généreux, etc. Mais... il était maniaque, il était ronchon. Exactement, parfois il était ronchon. Je crois que c'est important, ça, de désidéaliser un peu, mais raisonnablement, quoi. C'est quand même quelque chose d'inadmissible, c'est une injustice, quelqu'un qui meurt avant d'être vieux. Ouais. Pour un enfant, la mort d'un proche, c'est toujours une injustice. C'est toujours une injustice et ça provoque toujours de la colère. Chez nous, les adultes aussi, mais on la réfrène. Les enfants moins. D'ailleurs, le Stéphane, tout à l'heure, là, sur de petites séquences, exactement, avant d'avoir du mal à accepter, il voulait taper. Est-ce qu'il faut laisser taper? C'est encore une question de mesure. Ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait et jusqu'où. Ouais. Hein. Et c'est pour ça que l'entourage est important. Bien sûr, on peut comprendre qu'il y a un adolescent malheureux cogne sur les murs, des choses comme ça, ou secoue un peu son frère. Si c'est les murs, c'est pas grave. Voilà, exactement. Si c'est quelqu'un. Il ne faut pas aller trop loin. Si c'est quelqu'un, il ne faut pas jusqu'où ça va. Est-ce qu'il faut dire aux enfants que la justice n'est pas de ce monde? C'est bon, on dit ça, c'est une phrase un peu populaire. Oh, tu sais, la justice n'est pas de ce monde. Oui. Je ne sais pas s'il faut leur dire ça, parce qu'il faut essayer quand même d'arriver à plus de justice. Si on leur met dans la tête qu'on ne peut jamais avoir la justice, ça peut être embêtant pour eux après. Quoi. Faut leur dire enfant qui perd un petit frère de 4 ans. C'est une injustice. Oui. C'est injuste. L'enfant le vit comme ça.
Alors, nous penchons sur ces enfants qui ont perdu quelqu'un. Vous l'avez dit vous-même dans le film, ils sont touchants. Alors, je pense que ces enfants aiment bien qu'on s'intéresse à leur douleur. C'est normal, ça remet un petit peu de justice. Et en même temps, ils n'aiment pas. Nous allons retrouver Ghislaine qui parle justement de cette pitié qui la dérange. Une scène banale de la vie quotidienne pouvait se transformer tout à coup en scène de cauchemar. Par exemple, on se promenait, je parlais avec mon frère, on se promenait avec ma mère d'accueil et elle a rencontré quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui ne nous connaissait pas. Elle nous présentait et elle avait toujours à cœur de bien préciser qu'on était des orphelins. Et alors que la scène était banale, ne présentait rien de particulier, tout d'un coup ça devenait le cauchemar et humiliant parce que les gens s'apitoyaient sur nous. Oh, les pauvres enfants, les pauvres malheureux. Et alors que l'instant d'avant on était quelqu'un d'heureux, enfin ni heureux ni malheureux, tout à coup on était transformé en victime et là on se sentait devenir orphelin alors qu'on ne le sentait pas avant. Alors, est-elle gênée par la compassion ou est-elle furieuse parce qu'elle sent que ce n'est pas de la compassion? Oui, elle est furieuse parce qu'elle pense que ce n'est pas de la compassion. Elle sent que les personnes qui font ça réagissent en fonction d'eux-mêmes et pas en fonction d'elle. C'est très important ce qu'elle dit. C'est-à-dire, on peut être malheureux quand on est enfant, d'ailleurs même adulte, mais encore plus ses enfants, et puis à un autre moment, être heureux, être un enfant. Hein. Et on voit bien, dans cette séquence-là, mais même dans le film, il y a plusieurs personnes qui disent que cette pitié qu'on met sur eux leur est insupportable. Elle dit qu'elle a presque honte. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils ne se sentent pas comme les autres, ces enfants-là. Alors, ils ne veulent pas qu'on les traite de façon différente. Ils veulent essayer de rester comme les copains, quoi. Mais alors, quand on est l'entourage, pas le père, la mère, mais un entourage, la famille, les voisins, les qu'est-ce qu'on fait? Si on n'en parle pas, c'est quand même dur. Ça veut dire qu'on ignore leur douleur. Et si on en parle, on tombe sur une situation comme celle-là. Moi, je voudrais être comme les autres. C'est la façon d'en parler. Hein, parce qu'elle dit bien que c'est la pitié, les pauvres enfants, etc. Si on dit à une petite fille qu'elle ressemble à sa mère ou qu'elle a un peu des gestes, ou un garçon qui a des gestes de son père, c'est pas du tout de la pitié qu'on fait tomber sur lui. On lui dit qu'on pense à son père et que lui doit y penser aussi. Donc le deuil, c'est quelque chose de dur, ça, nous le savions déjà, mais on l'a revu. Les enfants en deuil, il faut les aider. C'est ce que fait votre association Vivre son deuil. Et comment peut-on les aider? Par exemple, quand un père ou une mère se remarie, ça apporte une aide à l'enfant ou ça apporte un traumatisme? Ce qui peut arriver de mieux à un enfant en deuil, c'est au bout de quelques temps, pas tout de suite, c'est pas possible, au bout de quelques temps, de retrouver un nouveau papa ou une nouvelle maman. Ça veut dire quoi, quelques temps? Un mois, un an? Oh non, plus d'un an. Oui. Plus d'un an. Sinon, il n'accepte pas. Ça dépend de l'âge aussi. Un petit de 3 ans ou moins de 3 ans, il peut très rapidement se jeter dans les bras d'une nouvelle maman, qui ne sera d'ailleurs nouvelle que pendant quelques temps. Après, ça sera la maman parce qu'elle est là. Hein. Tandis que quand il est le garçon ou la fille qui est plus grand, il ne peut pas accepter si rapidement qu'il y ait quelqu'un qui prenne la place, d'autant plus qu'il a tendance, lui, à prendre la place. Le garçon du père qui est mort, la petite fille. C'est-à-dire que l'enfant remplace le conjoint. Il voudrait, dans le cadre du complexe d'Édipe, il voulait s'identifier à son père, à sa mère. C'est vrai que la situation de deuil le met un peu dans cette situation-là. L'aîné est l'homme de la maison, alors il faut que la famille et les proches, comme vous disiez, je pense à cette chanson du Gaufret, Céline Massard, qui s'occupait de tous ses frères et sœurs. Oui, tu t'es occupée de tout le monde, donc finalement Céline, elle ne se marie pas parce qu'elle a été... celle qui a accompagné les enfants, les frères et sœurs. Parce qu'il doit y avoir des conjoints qui n'osent pas se remarier de peur de traumatiser leurs enfants, et puis des conjoints qui se forcent peut-être à se remarier pour fournir un papa ou une maman. Donc il faut éviter les deux ou c'est pas si bête finalement? Oui, il faut être naturel. Hein. Se remarier uniquement pour les enfants, on n'y trouve peut-être pas son compte. Et si on n'y trouve pas son compte, on ne sera pas heureux, les enfants non plus. Hein. Et s'interdire une nouvelle relation et un remariage, parce qu'on pense que ça peut être préjudiciable pour les enfants, c'est une erreur. Bien sûr que plus les enfants sont grands, plus il faut les apprivoiser, comme dirait le petit prince, c'est-à-dire s'en approcher doucement, hein, parce que pour l'enfant, il pense quelque part qu'on va prendre la place du père. Mais c'est un problème qu'on voit bien dans les familles recomposées, après divorce, sauf que là encore, il y a des conflits en plus. Sauf que là, il y a des conflits. Alors, ce livre dont nous parlions au début de l'émission, Les enfants en deuil, Portrait du chagrin. Donc, c'est un livre que vous avez écrit, Michel Hannus, et que Barbara Soux a illustré. C'est édité aux Éditions de France. On peut dire que c'est un livre
Aux éditions Frison Aux Roche. éditions Frison Roche, excusez-moi, non, parce que je pense à la Fondation de France, Ouais. hein, qui C'est un organisme de soutient- mécénat qui Voilà. soutient beaucoup de nos actions et qui a soutenu Votre association Ouais, Vivre son ouais, deuil. ouais. Les coordonnées de l'association sont sur le Minitel et sur Internet, la 5e, comme d'ailleurs toutes les choses dont nous avons parlé au cours de cette émission. On peut dire que c'est un livre qu'on peut donner aux parents, on prête aux enfants. aux enfants. Oh, bah, prêtez, vous le vendez aussi. Aussi, mais on le prête aussi. Ouais, on ne le met pas systématiquement, on ne va pas vendre. On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais on le prête et on peut le vendre. On le vend surtout à des professionnels. Oui, je comprends. Enfin, c'est un livre qui aide, Qui et qui soutient. Un livre édité chez Odile Jacob, Deuil et Santé, Marie-Frédéric Baquet, et puis Serge Moati, qui a réalisé le documentaire que nous avons vu, Parole d'orphelin, c'est chez Lattès. Est-ce qu'on peut dire, avant de nous quitter, docteur Annus, que finalement la mort n'est pas tabou? La mort, on fait tout ce qu'on peut pour que la mort ne soit plus tabou. Elle le sera quand même toujours un petit peu, parce que quoi qu'on fasse, la mort est quelque chose de difficile. C'est toujours une épreuve. Mais si on arrive à en parler davantage et à la vivre ensemble, elle sera moins taboue. Donc la mort est moins tabou, il faut la partager, il faut parler, et il ne Faut faut exprimer ses émotions, exprimer ses pleurer ensemble. Eh oui, mais c'est quelque chose de très privé de Ben, pleurer. exactement, en famille. On ne va pas forcément pleurer dehors, mais ça dépend. Il y a des enfants qui pleurent ensemble des fois. Oui, c'est vrai. Bon, et puis c'est vrai que quand on voit quelqu'un pleurer, Oui, bien on a sûr. envie de pleurer. Et puis je retiens quelque chose d'important que vous avez dit, c'est qu'en voulant ne pas souffrir, finalement, on n'économise pas sa souffrance. Hein. Exactement, et qu'elle passe ailleurs. Il faut y aller. Il faut y aller. Oui, c'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Mais c'est nécessaire. Merci d'être venu de nous parler de la mort cet après-midi, docteur Annus. Et nous parlerons vendredi prochain dans la 5e rencontre du suicide des adolescents. Au revoir.